持ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Le 14 mai dernier, le Sénat de l'État de l'Alabama a voté une des lois les plus restrictives des États-Unis sur l'interruption volontaire de grossesse, donc autrement dit l'IVG. En Alabama, désormais, l'avortement est interdit. Une femme ne pourra y avoir recours même en cas d'inceste ou de viol. Ce qui, entre parenthèses, est une drôle de nuance. Inceste ou viol, c'est très souvent la même chose. Pour pouvoir avoir recours à une IVG, il faudra que la vie de la mère soit considérée en danger. En ce qui concerne les médecins ne respectant pas cette interdiction, les peines pourront aller jusqu'à 99 ans de prison. En Géorgie, quelques jours plus tard, de nouveau une loi restreint l'IVG et l'interdit après 8 semaines de grossesse. Depuis début 2019, 28 des 50 États des États-Unis ont introduit, ont voté ou examinent de nouvelles règles concernant l'IVG. Dans le pays où tout est possible, la loi du plus fort est en train de vaincre la bataille contre les droits des femmes. Les plus forts, qui sont-ils ? Des hommes blancs, vieux, conservateurs. Comment pourraient-ils comprendre dans leur chair la détresse d'une femme dont le corps est pris en otage par la loi, une femme qui ne désire pas d'enfant et qui est prête à se mettre en danger pour avoir le choix de sa destinée ? Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? Voilà, c'était le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, donc juste avant que la loi autorisant l'IVG en France ait été votée. Dans un contexte plus qu'incandescent d'ailleurs, Simone Veil a dû faire face à plusieurs difficultés, et notamment de comportements plutôt lâches et dégueulasses, si on dit les choses avec les bons mots. Une femme sur 3 en France se fait avorter au moins une fois dans sa vie et 72% d'entre elles sont pourtant sous contraception. Chaque année, environ 200 000 IVG sont pratiquées, un nombre stable depuis 20 ans, selon une source INED. Aujourd'hui, où en sont les droits des femmes de disposer de leur corps dans le monde ou en France ? Quels dispositifs existent en France ? Et pourquoi, surtout, faut-il toujours rester vigilant ? Alors, on est en équipe réduite aujourd'hui, donc ça va aller vite pour les présentations. Je vais commencer par l'ange de l'émission. Je te remercie, bonjour. Bonjour, bah oui. C'est tu es notre conscience, Cyril. Oui, absolument. En tant qu'ange. Ça, c'est vrai.
Il y a aussi Jocelyne, bien sûr, et toi tu auras des choses à dire et beaucoup de choses à dire hein, puisque tu es sage-femme et tu travailles aussi sur la prévention auprès de jeunes publics et moins jeunes. Et j'ai accompagné beaucoup Et tu as accompagné beaucoup de femmes dans cette demande d'IVG. Et puis Damien qui vient d'arriver. Bonjour Damien. Oui, un peu en retard. Les bouchons, tout ça. Et donc Damien, je ne sais pas si tu es notre conscience, mais tu es en tout cas le regard ironique parfois, mais toujours très clair et très tranchant. Oui, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Donc, pour parler de cette loi et des lois qui ont suivi, puisque l'Alabama n'est pas le seul État des États-Unis à être concerné, de ces lois qui ont été votées contre l'IVG, qui la restreignent ou qui l'interdisent. Hein. Là, pour le coup, pour l'Alabama, c'est vraiment une interdiction franche et nette. Est-ce qu'elles vous ont interpellé et pour quelles raisons ? Surtout pour quelles raisons ? Parce que je pense que tout le monde a été interpellé par cette actualité. C'est vraiment quand même une régression. Hein, et de toute façon, il faut être encore d'autant plus attentif parce que je pense tant que Trump sera là, il va essayer de le faire remonter encore beaucoup plus haut afin que ça soit généralisé dans tout le pays. C'est son but. Hein, de toute façon, il ne l'a pas caché. Hein. Donc... Il l'a bien affirmé, la Cour suprême, qui est censée être un organe neutre et apolitique, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais pour l'instant, ils sont majoritaires, donc voilà. Donc ça sent pas bon. À propos des États-Unis, en plus, il faut savoir qu'ils financent certains programmes de médecine à l'étranger, d'aide aux pays pauvres. Et j'imagine que l'IVG dans ces pays-là va être impacté. C'est-à-dire que l'IVG ne fera plus partie des choses qui seront possibles de faire dans les... D'ailleurs, il avait dit qu'il voulait couper les aides pour les centres. Oui, mais il me semble, alors c'est à vérifier sur Internet, vous vérifierez, mais il me semble qu'à l'époque de Bush, ça avait déjà été en question de justement réduire ces aides-là pour éviter qu'il y ait des IVG. Alors c'est la question de... Est-ce qu'en interdisant l'IVG, on réduit le nombre d'IVG Ça sûrement pas. Parce qu'ils vont aller le faire à l'étranger. C'est la preuve. Hein. Ouais, voilà. Dans les pays pauvres, de toute façon... il y a des chiffres qui nous le disent, hein, dans les pays où elle est autorisée, notamment en France, mais dans d'autres pays autour de nous, très clairement, c'est en faveur des femmes. On va en discuter de leur santé et de leur vie. Cyril, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, toutes ces lois-là qui viennent d'être votées Ça m'énerve beaucoup. Je ne crois pas être le seul, d'ailleurs. Ouais. Oui, comme tu viens de dire, Jocelyne, on régresse et on pensait que la société avait évolué et on voit que depuis quelques années, on va en arrière dans pas mal de domaines. Et donc ça, c'est un des domaines, mais grave. Parce que pour moi, chacun doit être libre de son choix, de ses choix, et surtout, parfois, n'ont pas vraiment le choix que de se faire avorter, puisque n'oublions pas les viols et plein d'autres choses. Est-ce que pour vous, l'IVG et la lutte pour que ça soit autorisé dans certains pays ou que ça soit conservé dans ceux qui l'ont autorisé, c'est une pierre d'achoppement de la lutte des droits des femmes ? Oui, mais ce qui me gêne toujours dans cette perspective de l'IVG, c'est qu'on cible les femmes. C'est vrai que c'est un droit à décider de leur corps, puisque dans la loi française, seule la femme est décideuse de cette intervention. Mais par contre, si une femme est en demande d'IVG, il y a quand même un homme quelque part. Hein. Et lui, il est bien planqué. Et c'est pas son problème. Il ne subit pas justement le jugement. Hein. C'est toujours cette sale bonne femme qui trouve le mal. Voilà, on y retourne, c'est vrai, qui interrompt cette grossesse. Alors que derrière, effectivement, il y a quand même eu un homme qui a participé à 50%. Un bébé, ça se fait pas toute seule. Franchement. Et puis qui souvent se tient les cordes de tout, voire quand il ne prend pas la tangente, quand il laisse pas tomber, qui ne subvient, même si ça, on garde la grossesse et tout, on est obligé là de voter une loi pour pouvoir faire saisie sur le salaire pour que les pensions alimentaires soient respectées. Je veux dire, c'est toujours une histoire de femme. Voilà. Alors on défend la femme, certes, mais je trouve que malheureusement, j'aimerais bien que les hommes puissent aussi monter au charbon parce que c'est aussi leur propos. Alors c'est marrant parce que ça faisait partie de mes questions. Est-ce que pour vous l'IVG est une affaire de femme ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc j'ai compris, Jocelyne, que toi tu n'es pas d'accord. Oui. Est-ce que c'est une affaire de femme ? Ne serait-ce qu'au-delà de l'IVG, le fait de lutter pour qu'elle soit possible ?
Moi, je pense que c'est d'abord une affaire de femme. C'est pas qu'une affaire de femme, mais c'est d'abord à elle de prendre le leadership sur cette question-là, puisque c'est elle que ça concerne en tout premier lieu. Après, les hommes peuvent être des soutiens. Il faut que les hommes soient là pour accompagner les femmes qui veulent subir un IVG ou qui ne veulent pas et qui vont avoir une grossesse. Mais enfin, il faut quand même le dire, la plupart des hommes n'ont pas le courage de ça. Et quand c'est une mineure qui va subir un IVG, bien souvent, l'adolescent avec qui elle a couché se barre en courant. Ah bah oui. Donc, et en même temps, il est jeune. Enfin, c'est aussi beaucoup de pression pour un jeune homme de subir ça, quoi. Est-ce que toi, dans ta pratique, l'accompagnement que tu as pu faire de certaines femmes, c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup de femmes seules ou pas du tout? C'est un a priori? Ah non, il y a beaucoup de femmes seules. Mais c'est vrai que s'il y a des accompagnants, c'est encore chez les jeunes quand même. Par contre, quand ils sont plus âgés, il y a une chanson qui dit « Où sont les femmes ?» Là, je dis « Où sont les hommes ?» Ah d'accord. Oui, enfin, Alors, comme faut quoi... voir qu'il a chanté la chanson. Oui, Ouais, commence pas. Hein. Attention là. On n'attaque pas Patrick. Ah, surtout pas. mais bon. Ça veut dire que plus on vieillit, plus on est seul. Bon, en général, c'est un adage qui est valable. Mais... C'est vrai. Il faut savoir de toute façon que même donc une femme mariée peut faire cette démarche sans le consentement de son mari, voire même le faire en cachette, quoi. Qu'il ne le sache pas. Voilà, qu'il le sache pas. Ça fait partie de la loi, ça. Mais c'est vrai que bien souvent, ils sont pas là. Alors. C'est pour ça que je trouve que la prévention, c'est important, parce que souvent aussi les hommes, peut-être, se sentent mal à l'aise dans ce contexte d'obstétrique et de gynéco, mais au jour d'aujourd'hui, les plus jeunes qui ont eu de la prévention, qui savent de quoi on parle, qui ont les éléments pour, j'espère, parce que sinon je ferais plus ce boulot depuis longtemps, j'espère que ça portera ses fruits et que justement, ils prendront part un petit peu plus cette nouvelle génération à tout, et aussi bien au bon comme une grossesse désirée, comme malheureusement au moins bon avec une demande d'interruption volontaire. Je suis pas certain qu'il y ait une prise de conscience de la nouvelle génération. Ah si, quand même. Et si, je pense, oui. Et puis, quand ils sont très, très amoureux, ils sont vraiment très, très mal à l'aise. Ils sont à ramasser la petite cuillère aussi, parce qu'ils se rendent très bien compte que, bien sûr, ils en sont pour quelque chose, ça c'est évident, mais que c'est la femme qu'ils aiment, c'est souvent leur premier amour, et c'est la femme qu'ils aiment qui va subir cette intervention, quelle que soit la méthode, et que eux, même s'ils sont là et qu'ils accompagnent, ils sont quand même assez démunis, quoi. Et quoi faire quand on est là, simplement à côté? Mais c'est beaucoup déjà, je dis simplement. Mais je veux dire, parce que dans le sens où ils sont démunis, c'est très dur. Hein. C'est clair que ça doit être très, très dur. Là, c'est dans le cadre de l'accompagnement. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, c'est merveilleux. Mais il y a aussi, puisqu'on l'a évoqué, c'est merveilleux, oui, c'est mieux quand même. C'est mieux, mais là, dire que c'est merveilleux... Non, mais merveilleux dans le sens où tu t'es pas tout seul pour affronter les merdes, quoi. Oui. C'est surtout ça. Moi, mon sens du merveilleux se cache dans des... dans des détails. Dans des détails. Mais puisqu'on a parlé on a fait des émissions très récemment sur le féminisme, le simple fait de combattre à côté des femmes pour ce droit-là, à l'IVG, c'est déjà quelque chose. Et c'est vrai que je pensais à ça, une affaire de femmes, mais pas seulement, y compris dans la rue, y compris. Mais je suis d'accord avec Damien. C'est d'abord effectivement, d'ailleurs, la loi met bien en exergue ça, que c'est la décision de la femme. Mais quand même, je trouve que si on pouvait évoluer dans le sens où il y ait quand même une prise de conscience de l'homme et qu'il ne va pas se planquer quelque part, franchement, ça serait pas mal. Maintenant, il faut savoir aussi que pour une jeune mineure, tu évoquais les mineurs, Damien, les jeunes filles mineures, et il faut savoir qu'il faut la signature d'un majeur, et c'est là que le bas blesse. Et c'est là aussi que le jeune garçon intervient. En général, c'est lui qui trouve la signature, la personne qui signera. Ah bon ? Ah oui, parce que la fille a trop peur de chercher dans ses connaissances à elle, donc c'est le garçon qui va essayer de trouver... Un pote à lui qui est plus âgé ou des trucs comme ça, j'imagine. C'est ça. Oui, d'accord. Ah oui, c'est pas forcément majeur de la famille. Ah non, ça peut être n'importe quelle personne. Si c'était ça, ce serait dangereux. Hein. Ouais.
parce que il suffit que la famille soit un peu réac et c'est fini. Ah bah, il y en a certainement d'ailleurs. Bah oui, mais il faut avoir accès à plusieurs cercles sociaux, pas juste la famille, qui est quand même un truc qui est très concentré. Et bien souvent, la reproduction sociale fait qu'ils ont tous les mêmes opinions. Donc s'ils sont tous réac, bah pour l'IVG, c'est mort. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut Et dire ça peut être le copain aussi, Ouais. s'il est majeur, faut le savoir. D'accord. Oui, tant qu'il est majeur, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces messieurs qui nous écoutent peut-être et qui se disent effectivement, c'est pas tellement, je me sens pas concernée, c'est pas moi qui porte l'enfant, c'est pas moi qui fais la démarche, c'est quelque chose qui reste pour certains hommes, bah oui, c'est l'histoire de la femme, donc c'est normal finalement qu'elle porte ça puisqu'elle l'a toujours porté. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces Alors, messieurs? je ferai une nuance, ça dépend comment c'est présenté. Par exemple, quand je fais des interventions et que j'explique que c'est la femme qui est décideuse, la réaction des jeunes garçons qui sont présents, c'est bah oui, mais c'est normal, c'est la femme qui porte, mais dans le sens bienveillant. Oui. Hein. Là, c'est tout à fait acceptable et accepté, je veux dire. Donc, c'est pour ça que ça dépend comment c'est abordé. Si c'est leur problème, alors là, c'est là que c'est dérangeant. C'est là que ça va pas. C'est à ces personnes-là que j'aimerais m'adresser. Voilà. Et notamment ces messieurs, puisque finalement, c'est souvent... on vient de le voir, hein, ce sont des hommes qui ont voté ces lois. Donc, bien sûr. C'est souvent à eux qu'on va parler, même s'il y a des femmes qui sont pro-vie et qui sont contre l'avortement. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, égalité parfaite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement face à cet argument de oui, mais c'est une affaire de femmes, donc on les laisse gérer leurs affaires de femmes? Bah déjà, est-ce qu'elle demande un soutien? Parce qu'il y a des femmes qui n'en ont pas besoin, qui vont passer l'IVG. Non, mais sans forcément... Je me retire du côté accompagnement. Hein. Simplement, le fait de se battre pour conserver un droit. Parce que souvent, quand on parle d'IVG... Qui est-ce qu'on voit dans la rue? C'est majoritairement des femmes. Je vois très peu d'hommes. Ça arrive, mais c'est vraiment encore très peu courant. Quoi. Mais après, il n'y a pas besoin de concerner personnellement pour une lutte, pour la soutenir. Enfin, c'est pas parce que tu vas pas subir d'IVG que tu peux pas soutenir. T'es pas un animal. C'est pas pour ça que tu vas pas défendre la cause animale. Enfin, oui, bien sûr. C'est une comparaison qui est un peu maladroite parce que les femmes sont pas des animaux, bien sûr. Mais on est des mammifères. Voilà, nous sommes tous des mammifères. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être concerné par une cause pour s'en sentir proche. Après, il faut savoir qu'il faut laisser les premiers concernés parler en premier. Je pense que c'est la base. Je tiens aussi à dire une chose, c'est que même dans les professionnels de santé ou dans les gens qui soutiennent, je veux dire, c'est une loi qu'on soutient. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pour l'avortement. On peut être contre l'avortement, mais pour soi-même ou pour oui. une histoire d'idéologie, de croyance, de tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas soutenir justement cette loi qui permet à une femme d'accéder à une intervention correctement, une prise en charge correcte et puis surtout médicale qui évite les décès qu'il y a eu avant, faut appeler un chat quand même. Dans le passé, mince. C'était fait. Au mieux c'était stérile ou au pire c'était la mort. Tricotés et compagnie. Oui, bien sûr. Oui, ce serait bien de redire d'où on vient finalement, ce qui se passait avant que la loi de 75 autorise l'IVG. De toute façon, quoi qu'il en soit, même en supprimant, en partant en arrière comme ils font aux États-Unis et dans d'autres pays, on pousse les femmes à repartir dans la clandestinité. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y en aura plus. C'est vraiment se voiler la face. C'est une question de santé publique aussi. Exactement. Et je dois dire que quand même, on l'a vu en France, il y a eu une baisse quand même de l'IVG parce qu'il y a une prise en charge après aussi pour essayer effectivement de faire un choix de contraception pour l'avenir. Bon, oui, ça a stagné après, je suis OK, mais ça n'empêche que dans un premier temps, ça l'a fait baisser. Donc, c'est contradictoire. Et ça évite la mort d'une femme. Exactement. C'est ça. Et puis, si vous voulez faire baisser le nombre d'IVG, commencez par renforcer les campagnes sur la contraception. Et puis remboursons tous les moyens. Bah oui, mais ça fait partie de ce que j'appelle une campagne de prévention. Oui, mais malheureusement, c'est largement oublié. Il n'y a rien avant et il n'y a rien quand le pépin arrive, quoi. Il n'y a rien avant. Dans certains États des États-Unis, tu ne parles pas sexualité, tu ne parles pas. En fait, grosso modo, c'est dans tous les États des États-Unis. Tu
tu vas avoir des États où c'est pire que d'autres, mais enfin, je veux dire, même à New York, ils sont quand même très coincés sur la sexualité, les Américains en général. À part si tu vas dans des milieux LGBT ou des milieux militants féministes, l'Américain blanc, et je sais, j'en connais, j'en ai même dans ma famille, donc grosso modo, moi j'ai une partie de ma famille qui est à Chicago. On parle pas de ces sujets-là avant 18 ans minimum, hein, donc, sauf que la sexualité, généralement, ça commence un peu avant. Oups, c'est trop tard. Et encore, la moitié de cette partie-là est française, donc ça veut dire qu'ils ont quand même, ils ont vécu en France, ils savent comment ça se passe. Hein. Donc imaginez des Américains pure souche, enfin façon de parler. Oui, c'est compliqué. Est-ce que vous savez combien de pays à travers le monde interdisent purement ou simplement l'IVG ? À mon avis, plus que de ceux qui l'autorisent. À part ça, je pourrais pas te donner de savez chiffres. pas ? Non, je ne sais pas. Je sais C'est qu'en 20 pays. Europe, il y a Malte, Ouais. mais... Oui, exactement. Ah. Il y a 20 pays à travers le monde qui interdisent purement et simplement, 16 qui l'autorisent que si la vie de la mère est en danger. Donc ça fait déjà 36 Et le viol, pays. ça rentre pas en ligne de compte ? Ah non. Non. C'est Non, que non. si la vie de la mère est en danger. Ah, Donc bah, si tu t'es fait violer, en Oui. gros, c'est bah pas oui, grave. bah, Ben non, tu- tu dois assumer. Voilà. dois C'est assumer. Je pensais incroyable. qu'il y en avait plus, notamment dans les pays d'Afrique. Je pensais, comme ils sont souvent religieux, je pensais que ça bloquerait Alors plus. c'est un peu Ou en, partout dans le monde, en Amérique fait. du Sud, mais visiblement non. Bah, je suis assez surpris qu'il n'y en ait que 20 Il y en a qui l'interdisent en purement et Amérique du Sud. Alors, c'est l'interdiction pure. Hein. Après, il y en a quand même 16 qui autorisent que si la vie de la mère est en danger, ce qui est Oui. quasi simplement. pareil. Il me En semble fait. qu'il y a... Oui, c'est une petite nuance, on C'est va une dire. petite nuance. Hein. Oui, mais il me semble qu'il y a quoi, 300 pays dans le monde ? Ça va ? Bonne question, mais en tout cas, ça, c'est quand même déjà pas mal. Surtout que bon, c'est un peu éparpillé sur tous les continents et ça calcule pas les États fédéraux, quoi, Oui, comme aux évidemment. États-Unis. Parce que les États-Unis, ça pourrait très bien basculer si ça continue comme ça. Ah bah, oui. Est-ce que l'Europe est bien lotie ? Est-ce que les autres législations, je parle de l'Angleterre, de l'Espagne, du Luxembourg, sont plutôt bien cadrées ? Elles cadrent bien l'IVG ? Elles sont Oui, c'est. Sauf qu'effectivement, il y a certains pays qui sont comme nous au niveau des délais, Mhm. et puis d'autres qui vont beaucoup plus loin, comme l'Angleterre, par exemple. D'accord. Ouais. L'Espagne en général, c'est comme nous, mais il y a Barcelone qui se détache et eux vont beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. D'accord. D'accord. Donc, en général, on est autour de 12 semaines. C'est De- 12 semaines oui, de 12 semaines grossesse. de grossesse. Je précise de grossesse parce que quand on va sur le net et tout ça, on voit souvent des 2 semaines de plus parce qu'ils parlent en semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire sans règles. Sans règles. Et moi, je préfère être très carré et parler en semaine de grossesse parce que, on le sait bien, il n'y a que dans les bouquins que les femmes sont réglées tous les 28 jours. Hein. En moyenne, une grossesse, ça se détecte à partir de combien de semaines ? Quand tu as, En tout cas, les femmes s'en aperçoivent quand ? quand tu as 4-5 jours de retard de règles, tu fais un test de grossesse qui s'avère positif, tu es déjà enceinte de presque 3 semaines. D'accord. Donc, ça va vite. ça va très, très, très vite. Ça va très, si très tu veux vite. être dans les bons délais où le RU, la pilule abortive, agit, en sachant que le maximum de pourcentage, c'est jusqu'à 5 semaines de grossesse, il faut faire fi ça. Donc, l'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 5 semaines de grossesse. Oui, alors elle peut être prescrite beaucoup plus. Hein, les médecins les prescrivent beaucoup plus, avec un pourcentage qui baisse en efficacité. Ah oui. Mais là, voilà. Mais le problème, c'est comme aujourd'hui, c'est très très larvé en ce moment en France aussi. Hein. Il y a une baisse du nombre des services d'IVG, donc moins d'accueil pour des IVG instrumentales. Donc effectivement, on tente de dévier, ouais. de faire ce qui fonctionne, ça fonctionnera avec mais c'est double peine pour la femme. Ça veut dire qu'elle a l'intervention à base de comprimés et après, quand elle est dans le pourcentage d'échec, il faut revenir en plus à une intervention instrumentale. C'est Donc, quand même très, très c'est lourd. lourd. Mais on va en parler des conditions réelles en France. En tout cas, pour ce qui est de la loi, comment elle cadre l'IVG. Est-ce que vous savez déjà quelles sont les conditions, sans que Jocelyne prenne la Oui, parole, je parce qu'elle sait dis très rien. bien. Mais est-ce que vous savez comment, en France, l'IVG est encadré ? Grosso Par la loi. modo, je sais qu'il y a un nombre de semaines, mais je ne savais pas le nombre de semaines que c'était. Si, moi je savais 12 semaines. Après, je sais que normalement, ça se fait par pilule, sauf s'il y a des problèmes. C'est à peu près tout ce que je savais, parce
que je suis pas trop concerné par l'IVG. Sans blague. Pas parce que je suis un homme, mais parce que les personnes avec qui je couche ne risquent pas de tomber enceinte. Oh, vache. Allez, voilà. Du coup, News, breaking news. Ce qui ne m'empêchera pas de venir soutenir une amie si jamais elle est dans le besoin d'avoir un soutien psychologique pour ça. Mais il n'y a pas besoin de connaître le cadre légal pour être un soutien psychologique. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses dans ce qu'on a donné, donc, du coup, par rapport à ce que toi, tu connais, Jocelyne? Disons que pour le coup des cachets, c'est pas simplement, c'est une histoire aussi d'âge de grossesse en fait, hein, parce qu'à un moment donné, ça fonctionne pas du tout. Oui, comme tu as dit, c'est 5 semaines. 5 semaines pour avoir un maximum d'efficacité. Après, Sachant ça qu'il y a redescend. quand même, oui. Après, ça redescend. Après les 5 semaines, donc c'est IVG, entre guillemets normal, enfin instrumental. Je cherchais le terme, merci. Et puis comment ça se passe? Donc là, passons au réel de ce qui se passe. Comment ça se passe? On est une femme, on vient de s'apercevoir qu'on est enceinte, on veut pas garder l'enfant. Quelle est la démarche à faire? Alors déjà, confirmation de la grossesse, échographie. Oui. Pour dater. On ne peut pas aller dans un service d'IVG sans avoir une écho, ça c'est clair. Et puis, bien sûr, on va après recueillir le consentement de la femme. Il faut quand même qu'il y ait la demande bien exprimée. C'est un consentement qui est à l'oral ou ça doit être écrit? Oral. Ok. Ouais. Et puis la personne qui reçoit, par exemple, moi je marquais qu'effectivement j'avais reçu le consentement de madame dans le dossier. Il n'y a pas besoin de voir un psy ou quelqu'un qui, pendant tout le temps... Non. Est-ce qu'il y a un délai de rétractation aussi? Entre guillemets, un délai où tu peux changer d'avis. De toute façon, moi c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on a fait toute la démarche et tous les examens et tout, on est pieds et poings liés. Au dernier moment, moi j'ai vu des femmes descendre de la table d'opération. Donc jusqu'au bout, la femme peut effectivement dire stop. Malheureusement, quand elles sont allées jusque-là, il faut bien dire que c'est vraiment, elles sont dans les ennuis et on les voit revenir quelques jours après. Faut pas non plus... D'accord. C'est souvent parce qu'elles sont très très mal, donc elles repartent, mais elles reviennent parce que voilà, les ennuis les rattrapent. Une fois qu'on a reçu le consentement, on va aussi contrôler s'il y a un groupe sanguin, parce que quand les femmes ont un groupe négatif, il faut penser aux gamma-globulines pour les grossesses à suivre. C'est ça aussi la prise en charge médicale. Oui, c'est qu'on anticipe les grossesses à venir. Donc c'est important. Et après, on essaye de prendre contact avec le centre d'IVG pour trouver un rendez-vous. Et c'est là que ça peut être OK. Alors, les centres d'IVG, ils sont situés où? Ils sont combien, par exemple, Par exemple, à Nancy. Nancy, c'est la maternité. D'accord. Il y en a beaucoup sur la région? Ou sur même le département, ne serait-ce que le département? Il y a aussi certaines cliniques qui en font. Mais là, ce sont les médecins qui interviennent plutôt au niveau de leur patientèle. D'accord. Mais il y a aussi dans les cliniques environnantes des interventions de ce type qui sont pratiquées. Mais je veux dire, quelqu'un qui est dans la panade aura tout de suite le réflexe d'aller effectivement vers la maternité. Moi, j'avais une question. Avec la réduction des effectifs dans le milieu hospitalier, je me demande toujours, on a 12 semaines pour tout faire? Avoir un rendez-vous pour l'échographie, pour tout ça. Moi, quand je vois pour certaines urgences qu'il faut pratiquement attendre parfois 3 ou 4 semaines pour un rendez-vous à l'hôpital, pour l'IVG, on fait comment? Alors, pour l'échographie, bien sûr, on peut le faire très, très rapidement. Il y a des rendez-vous qui sont donnés même dans un service de radiologie à la MATSEFE aussi. Par contre, le problème, c'est la prise en charge de l'échographie. Par exemple, pour une mineure. Si elle fait marcher la carte de sécu mutuelle des parents, il y a des comptes qui arrivent au niveau de la mutuelle. Oui. Donc ça commence à être très chaud. C'est vrai que moi, j'ai exercé dans un centre de planification qui malheureusement a fermé, puisqu'il y en avait 3, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Ouais. Et celui où j'ai exercé à Centrale, on avait la chance à cette époque-là d'avoir eu un échographe.
et surtout une personne qui savait faire les échographies. Donc, on arrivait à faire des échographies de datage dans le même cadre que le non payant des centres de planification, de la prise en charge des mineurs. D'accord. Mais là, maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce Donc, tu dis qu'il y a qu'automatiquement, un c'est fait par centre un sur service 3 qui est fermé de planification. de planification. De centre de Que planification. l'alternative pour certaines femmes, c'est d'aller en clinique, mais à condition que le médecin référent soit, ne fasse pas valoir sa clause de conscience, je Eh suppose. ben voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que tous les personnels qui exercent dans un centre d'IVG sont des volontaires. Le jour que, pour des raisons, parce que c'est un peu quand même, c'est lourd comme accompagnement si on le fait vraiment. Si à un moment donné ils jettent l'éponge, ils seront prioritaires, par exemple au sein de l'hôpital, puisque la maternité est tombée dans le giron du CHU. Eh bien, ces personnels seront prioritaires pour des mutations. Voilà. Et c'est là aussi où le bas blesse, c'est qu'il y a de moins en moins, par exemple, de médecins volontaires pour pratiquer ces IVG. Quand la loi est sortie, Oui. il y avait beaucoup de médecins qui n'étaient pas spécialement pour l'avortement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui voulaient aider les femmes. Et donc, se sont portés volontaires pour les pratiquer. Oui. Et là, maintenant, pour en trouver, ça devient compliqué. Alors moi, j'ai ressorti un article du 27 septembre 2018 qui est paru dans l'IB, qui s'appelle « Avortement, médecin anti-IVG, liberté sacrée ou abus de conscience ». Je vous montre juste la photo. Et l'article, la première de l'article, ça parle justement de cette clause de conscience et que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, a essayé de lancer une sorte de radiographie finalement de ce qui se passe sur le terrain et de voir à peu près quel est l'état des lieux de cette clause de conscience, s'assurer qu'il n'y a pas une augmentation du nombre de médecins qui refusent. Toi, selon toi, il y a un problème là-dessus, il y a une augmentation des médecins qui refusent de pratiquer l'IVG? De pratiquer, oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, il faut savoir que si le médecin refuse de faire l'intervention, il ne peut pas laisser sa patiente comme ça. Il est obligé de lui donner l'adresse d'un confrère ou d'une consoeur qui, elle, pratique les IVG. On n'a pas le droit de laisser une femme sur le carreau comme ça. Bon, ce qui va aider peut-être aussi, mais là aussi, les sages-femmes sont tenues aussi par cette clause, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les sages-femmes, pour l'instant, ça se met en place. Donc, au sein surtout des centres de planification, ont la possibilité de délivrer le URU. D'accord. Alors, j'avoue que de toute façon, quand on a accompagné une femme pendant toutes les démarches, ça paraît plus ça cohérent. paraît de toute façon, qu'on pose la boîte devant la femme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme qui prend les comprimés. En fait, c'est elle qui provoque son... Vous vous rendez compte le geste que ça représente aussi. Mais je veux dire, qu'on pose la boîte devant la femme ou qu'on ne la pose pas, je veux dire, du moment qu'on a fait tout l'accompagnement et toutes les démarches, je veux dire, ça paraît logique d'aller, comme tu dis, jusqu'au bout, quoi. Certaines sages-femmes souhaitent aussi qu'elles soient autorisées à pratiquer l'IVG instrumentale. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que ça demande quand même une formation. C'est quand même déjà un acte médical. Il faut savoir que les sages-femmes, on est médical, mais à compétences limitées. Alors, il faut quand même voir si ça rentre dans cette possibilité de formation et de délégation de compétences. Je veux dire, là, c'est pas demain que ça se fera. On rentre déjà dans une intervention chirurgicale, donc vraiment médecin. Alors, parce que les femmes ont le choix et il y en a qui veulent pas prendre de médicaments même avant les 5 semaines. Oui, c'est possible, mais le problème, c'est que là, pour trouver de la place rapidement... déjà, il faut s'apercevoir avant les 5 semaines que tu es hein. enceinte. Parce que ça passe vite, 5 semaines. C'est un mois et une semaine, quoi. Tu disais c'est 3 semaines en moyenne pour se rendre compte qu'on est enceinte. Ça en laisse que 2. Voilà, ça laisse que 2. Et puis si tu vois les signes suffisamment à l'avance, on peut peut-être rappeler justement quels sont les signes, sur quoi il faut être vigilant quand on est une femme et que c'est peut-être on sait que c'est pas le moment, à quoi il faut faire attention. Bon, bien sûr, il y a l'absence de règles, ça c'est évident, mais surtout, c'est les règles modifiées.
C'est-à-dire une jeune femme qui a une expression de 200, mais que ce n'est pas du tout la même chose en qualité et en quantité. Hein. Alors c'est sûr que nous, les femmes, on est juste un tout petit peu plus compliqués que les garçons. Hein. Bon, alors quand on a peut bien l'avouer. je suis honnête. Même tu dans vois, ma prochaine vie, je n'ai pas du tout envie d'être une femme. Merci. Je suis très honnête. Hein. Mais bon, du coup, c'est vrai que quand une femme est dans la panade et qu'elle veut pas admettre qu'il y a une possibilité de grossesse, elle va finir par se convaincre qu'effectivement, c'est ses règles. Hein. Et ça, c'est une catastrophe. Ah ouais. Parce que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, alors c'est pas raté, hein. On appelle ça des règles anniversaires. C'est mignon. Tu souffles une bougie. Hein. Voilà, donc un peu d'expression, c'est « Ah tiens ma fille, tu vois, si tu n'avais pas été enceinte, tu aurais été réglée à ce moment-là. » Voilà, donc ça peut se produire les 3 premiers mois de la grossesse. D'accord. Ce qui fait que quand ça s'arrête définitivement et que la femme n'a plus de On a dépassé le délai. Eh ben voilà, c'est ça. Alors là, on est coincé. Ah oui. Puis t'as celles qui continuent à Tu prendre. viens de dire on est coincé. C'est mignon. C'est mignon. Et puis t'as celles qui prennent des pilules mais qui l'ont oublié, qui s'en sont pas aperçues et qui provoquent justement ces pertes-là jusqu'à 1. Et ça peut encore avancer plus loin dans la grossesse. Oui, parce qu'il y a des pilules quand même qui ont des effets qui peuvent perturber justement la femme dans ses repères habituels hors pilule, voilà, quoi. Ouais. Parce que normalement, quand t'as pas la pilule, t'as tes règles une fois par mois. Voilà. T'as certaines pilules où t'as tes règles 2 fois. Ou voilà, c'est très anarchique. Ça dépend aussi de comment elle est conçue Et puis au niveau hormonal, aussi, voilà. Sur tes hormones, Voilà. toi. Mais en dehors de ça, c'était une petite aparté, mais en dehors de ça, moi, ce que je dis toujours, punaise. Dès qu'il y a relation amoureuse, dès qu'il y a justement des règles qui sont pas comme d'habitude, la réaction, c'est test de grossesse. C'est pas parce qu'on fait un test de grossesse qu'on va à l'IVG. C'est simplement qu'on va pouvoir savoir où on en est, pouvoir en discuter, pouvoir prendre sa décision. Voilà, en temps et en heure. Au-delà des 12 semaines, je suppose que il peut y avoir des interventions clandestines, non ? Non. Non, ça se fait peu en France, hein. Parce que franchement, ça veut dire que les très femmes cher, qui sont au-delà de 12 semaines, elles vont à l'étranger. Elles vont à l'étranger. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que Parce qu'à l'étranger, c'est combien ? très organisé. Bah, ça Ça dépend. dépend Des Les pays. L'Angleterre, ça peut aller jusqu'à 5 semaines. Mais il faut savoir que là 5 aussi, semaines après les 12 semaines 5 mois de grossesse. Ah, 5 mois de grossesse. Oui, oui. Ah oui. Et il faut là aussi une échographie et le prix, le coût de l'IVG est en fonction du nombre de semaines, sachant que systématiquement il majore au moins de 2 semaines. D'accord, ok. Alors donc ça veut dire qu'à l'étranger, c'est se retrouver déjà hors de son pays, pas de prise en charge bien sûr parce que c'était illégal, le voyage, le prix de la clinique, le prix de l'intervention. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme. On parlait de la clause de conscience. Il y a eu certains manifestes et certains mouvements qui souhaitaient qu'elle soit abrogée, cette clause de conscience. Autour de la table, vous en pensez quoi ? Il faut laisser cette clause de conscience ? Il faudrait la revoir ? C'est bien d'avoir une clause de conscience selon vous ou pas ? Vas-y. Moi, je pense qu'il faut la supprimer totalement. Déjà parce que les mineurs, par exemple, ne sont pas forcément au courant que les médecins qui refusent de pratiquer l'IVG doivent les orienter vers quelqu'un qui saura la pratiquer ou qui voudra la pratiquer. Et du coup, les médecins vont juste lui dire « bah non, je pratique pas ». Et puis s'ils veulent pas la pratiquer, ils veulent pas que quelqu'un d'autre non plus la pratique, puisqu'ils sont contre. Donc ils le feront pas. Et comme la personne est mineure, elle se posera pas la question, elle sera pas au courant, et du coup, je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, je suis désolé, mais un médecin en France, il rentre dans le cadre de tout ce qui est sécurité sociale et tout ça, et il est quand même souvent au service de l'État, puisqu'il travaille dans un hôpital, il est au service de l'État. S'il travaille dans un hôpital public, oui. Bah oui, mais la plupart du temps, c'est le cas quand même. Il y a plus de médecins dans le public que dans le privé, je pense.
il est au service de la nation, il n'est pas au service de ses propres opinions politiques quand il est en train de faire son métier. Et je suis désolé, il y a un devoir de réserve pour la plupart des fonctionnaires, devrait y en avoir un pour ça aussi, pour les médecins. Alors moi, je ferai juste une petite nuance avec le serment d'Hippocrate, il n'est pas au service de l'État, mais il est au service du patient. Donc après, c'est une petite nuance que je fais moi, mais t'en penses quoi, toi, Jocelyne ? C'est un peu compliqué parce que tu peux Est-ce que c'est pas un peu dangereux, par exemple, d'avoir quelqu'un qui ne veut pas faire une IVG mais qui est obligé de la faire ? Voilà, c'est ça. Moi, je pense que effectivement, moi, je modulerais parce que quelqu'un qui est anti-IVG, voilà. Et puis, c'est une question de respect aussi quand même des opinions de chacun. Mais peut-être que si on valorisait aussi cet acte-là, c'est que si les médecins qui pratiquaient les IVG n'étaient pas montrés du doigt par les autres confrères, si effectivement ils étaient aussi peut-être valorisés par la rémunération de l'acte aussi, je veux dire, peut-être qu'on aurait aussi beaucoup plus de personnes qui se sentiraient plus à l'aise parce que pas jugées. Et puis, l'histoire de l'argent, c'est pas une histoire d'argent proprement dit, c'est dire qu'ils font aussi un acte médical, chirurgical pour le bien-être de la femme. Oui, voilà. Ils sont pas en train de... sociale. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait orienter les choses et puis les laisser ceux qui sont vraiment... voilà, parce que c'est un peu particulier par rapport... Moi, je suis d'accord quand tu dis qu'effectivement, on met ses idées dans la poche et le mouchoir par-dessus quand on est dans l'exercice de notre profession. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais qu'on peut très bien avoir son opinion pour soi-même par rapport à l'avortement, mais défendre la loi et puis faire son boulot. Hein. Je veux dire, c'est deux choses bien différentes. Mais là, je précisais aussi que le comprimé, c'est la femme qui le prend. Là, quand on fait une intervention chirurgicale, c'est le médical qui fait l'acte. Hein. Donc, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil, voilà. Maintenant, il faut aussi être très clair. C'est pour ça que quand il y a eu ces manifestations, j'en ai subi, ces deux manifestations comme ça, qui attaquaient les services d'IVG, parce que les centres de planification étaient à côté des services d'IVG, et qui venaient montrer des photos de fœtus aux femmes qui étaient hospitalisées, c'est une horreur. Et en plus, c'est une manipulation. Parce que les 3 premiers mois, la loi française, pour une fois, je dois dire que là, je sais pas comment ils ont fait leur compte, hein, là-haut. Mais, 12 semaines de grossesse, c'est l'embryogénèse, c'est-à-dire tout ce qui est cellulaire. Et après, agencement, pour faire simple, la désignation des cellules et tout. On parle de fœtus qu'à partir de 3 mois. Donc ça aussi, il faut quand même le dire. Le rappeler. Alors je sais que ça, ceux qui sont anti-IVG vont me dire que je pinaille, que c'est... Voilà. Mais je veux dire, psychologiquement, c'est déjà différent pour la femme qui intervient, qui demande cette IVG, et c'est différent pour celui qui intervient aussi. Je veux dire, il y a des nuances quand même. Ouais, il n'y a pas que ça comme problème. Hein. Moi, pour avoir fait des recherches pour ma chronique, parce que finalement, j'ai changé le sujet. C'était trop compliqué. On aura la surprise. J'ai fait des recherches et vraiment, ils ont des méthodes qui sont fourbes parce que ça encore... Ouais. Ils sont dehors, enfin tu vois, tu les vois au-dessus de tout le monde. Ils ont aussi des pratiques plus fourbes du genre monter des standards téléphoniques où ils vont faire culpabiliser les femmes qui appellent pour s'informer sur monter l'IVG. carrément des sites internet. Voilà, c'est ça. Qui ont toute l'apparence de sites gouvernementaux. Oui, c'est ça. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'émission, mais faites attention quand vous faites une recherche sur les navigateurs les plus connus, mais même un navigateur lambda. Les premières recherches qui apparaissent sont pas forcément des recherches qui sont les bonnes, qui sont celles du gouvernement. Hein. Même si vous avez un .org ou un .gouv ou un .fr, que vous avez un numéro vert, etc., faites extrêmement attention. Allez dans la rubrique « Qui sommes-nous » comparez les sites, allez vraiment à la source parce que effectivement, c'était je crois une chronique de Meurice sur France Inter. Il avait appelé un numéro vert trouvé sur Internet et c'était effectivement ce que tu décris. C'est-à-dire que c'était pas des personnes qui t'aidaient à
oui. dans tes À t'informer. démarches et à t'informer, c'était des pro-vie qui sapaient La volonté de la personne. volonté des personnes en les culpabilisant, en en rajoutant et en disant des choses fausses en Puis plus. puis c'est marrant parce que ces gens-là vont te dire ah oui, l'IVG ça laisse des séquelles psychologiques. Alors faut savoir qu'il y a des études qui montrent que c'est souvent les personnes qui ont déjà des problèmes psychologiques avant, qui font des dépressions et tout ça, qui vont en avoir beaucoup après. Et que généralement, les personnes qui ont une santé psychologique, ça va, ils finiront par s'en remettre en fait de l'IVG, que évidemment ça laisse des traces, mais que les gens s'en Ça remettent. restera toujours une cicatrice, c'est vrai. Voilà, mais ils s'en remettent. Mais c'est là que l'accompagnement est important. Et ouais, mais là où je voulais en venir, en fait, c'est que c'est ces gens-là qui te font culpabiliser, et même en fait, si tu gardes l'enfant, tu risques de te dire, à un moment, il est con, j'aurais pas dû. Non, c'est pas ça, mais à un moment, tu vas dire, ouais, mais à un moment, j'ai voulu m'en débarrasser, et du coup, ça peut laisser des problèmes psychologiques après. Donc, les gens qui argumentent de l'IVG, c'est mal parce que ça laisse des problèmes psychologiques. Garder un enfant que tu avais décidé de pas garder, ça peut aussi laisser des séquelles. Hein. Ouais, puis le séquelle, il dure 20 ans. Puis il y a un ressenti inconscient de l'enfant. Oui, en plus. C'est un peu comme l'enfant du rachat ou des trucs comme ça. C'est vrai que... il paraît que c'est vraiment... Et ça laisse il y a un impact aussi sur le pitchoun. Alors, c'est Pro-Vie. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Damien? On est tout oui. Oui, parce qu'on surprise. On parle beaucoup de l'IVG, mais assez rarement des gens qui sont contre l'IVG. Hein. Généralement, donc tu l'as dit, Pauline, tout à l'heure, ils sont nommés Pro-Vie. Hein. Comme si les gens étaient pour la mort. Mais bon. Oui, je suis pour la mort. C'est comme les gens qui postent sur Facebook des messages du genre « Je suis contre le cancer, et toi, est-ce que tu auras le courage de partager ce statut ?» Non, mais oui, mais vous, on en a tous déjà vu, on est d'accord. Je suis pour la sauvegarde des dauphins et pour la paix dans le monde. Voilà, c'est ça. Qui est pour la guerre Donc en fait, les Pro-Vie, quand on regarde un peu en détail, ils ont des indignations un peu sélectives. Hein. Par exemple, en Alabama, où a été votée la loi dont tu parlais tout à l'heure, donc l'IVG vient d'être interdit, mais la peine de mort est toujours légale. Donc la Pro-Vie... jusqu'à une certaine limite, quoi. Et puis généralement, dans ce pays-là, c'est aussi des fervents défenseurs du port d'armes. Hein. L'arme, Pro-Vie. Pro-Vie, évidemment. Hein. Du coup, est-ce qu'ils sont vraiment pro-vie alors qu'ils sont si prompts à prendre celle des adultes? Au Texas, un projet de loi promet la peine de mort aux femmes pratiquant l'IVG. Pro-vie toujours. Hein. Alors, bien entendu, les leaders politiques qui défendent ces lois sont souvent d'extrême droite. Comme Donald Trump, tu l'as dit, et en même temps, c'est compréhensible. Si l'IVG avait été légal à l'époque, est-ce que Donald Trump serait là? J'espère. Vaste débat. Voilà. Alors en France, nous avons aussi nos Pro-Vie, et notamment le mouvement des jeunes anti-IVG, les survivants. Ah oui, les survivants, j'avais oublié les survivants. Voilà, alors la tradition française étant de toujours tout compliquer, de tout théoriser, ils ont créé le concept du survivant. En gros, les personnes étant nées dans un pays où on pratique l'avortement sont sujettes à des troubles existentiels plus importants. Alors, sachant que les études scientifiques sur le sujet n'en démontrent pas l'existence, et il n'y a qu'un seul psychiatre au monde qui théorise dessus. Précisons que celui-ci, en plus, appartient à des organisations chrétiennes et pro-vie, comme par hasard. Alors, c'est vrai que les jeunes ayant des questions existentielles, ça n'a rien à voir du tout avec le chômage, l'extinction des espèces, la raréfaction des ressources ou le consumérisme à outrance. C'est juste l'IVG. D'ailleurs, chez les survivants, on comprend rapidement que c'est une volonté patriarcale et oppressive qui est derrière le mouvement. Je vous conseille d'aller sur leur site et d'aller dans la rubrique Notre message de leur site internet. On trouve la phrase suivante. Nous pensons que chaque homme a droit à sa place. Alors, la partie chaque homme a droit... je vais y venir. Chaque homme a droit à sa place en gras, et en première partie, la partie sur les femmes est après, sans police de caractère spécifique, comme si la femme était secondaire sur la question de l'IVG. Ah bah oui, mais nous on a été créés de la côte d'Adam, donc forcément... Non mais c'est les anciens de Civitas, c'est des trucs comme ça qui ont fait le truc. Alors bien entendu, les manifestations anti-IVG sont peut-être les moins dangereux, comme je le disais. Ils manifestent une opinion de merde, mais une opinion néanmoins, et on sait d'où ils parlent. C'est depuis plusieurs années qu'on a eu donc les standards téléphoniques et les sites internet qui sont ouverts pour les femmes qui veulent se renseigner sur l'IVG et qui sont tenus par des anti-IVG qui vont les faire culpabiliser, hésiter à pratiquer l'IVG au lieu de simplement donner des informations nécessaires. Heureusement, il y a désormais une loi pour interdire ce genre de pratiques douteuses. Alors, quant à moi, au bout de mes recherches pour cette chronique, je m'interroge encore sur le terme de pro-vie. Si on est pour le vivant en 2019, ce n'est pas l'IVG qui devrait être en question, mais l'extinction des espèces. Pro-vie toujours. La vie, ce n'est pas que l'être humain. Selon le dernier rapport sur le sujet, plus d'1 million d'espèces seraient menacées d'extinction dans les années à venir. Et les pro-vie nous emmerdent avec l'IVG. Sérieux, je me pose la question.
Donc non, en réalité, le terme pro-vie est impropre. Ils sont bien souvent pour la peine de mort. Ils se foutent de l'écologie. Ils considèrent la vie des homosexuels, par exemple, comme ayant moins de valeur que celle des autres. C'est juste une bande d'idiots inconsistants et inconsistants qui militent sans avoir réfléchi plus de 5 minutes. Voilà. Moi c'est dit. Voilà. Et il a raison. Est-ce que tu as vu quels sont les arguments pour dire qu'ils utilisent le plus souvent? Alors, très souvent, c'est ça laisse des séquelles psychologiques. Et il y a ce concept du survivant que ça laisse des séquelles même à ceux qui ont réussi à éviter... À passer entre les gouttes. Voilà. Et alors, je pense que leurs statistiques sont fausses, mais ils disent non, justement, c'est la statistique qui est fausse, qu'un enfant sur 5 ne naît pas. Bah non, c'est pas un enfant puisqu'il n'est pas né. Donc la statistique est fausse, revoyez votre vocabulaire, parce que c'est pas les bons termes. Enfin bon. Qu'est-ce que tu en penses, Jocelyne? Des pro-vie. Des arguments qui peuvent... Alors, je préfère qu'on utilise du coup le terme anti-IVG parce que pro-vie, je trouve que c'est vraiment un problème. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Et puis en plus, alors on est tous ici pour l'IVG, je pense que personne ici n'est contre la vie. Moi, je suis pro-vie, en fait. Je viens de m'apercevoir. Ça fait mal, mais par contre, je suis pour l'IVG. Oui, c'est ça. On est tous pro-vie. De toute façon, je pense que si le meilleur exemple, ça a été quand même Madame Veil, parce que s'il y a quelqu'un qui était pour la vie et qui avait une notion de ce que c'était qu'une vie, c'était bien elle. Et pourtant, elle s'est battue pour que justement les femmes puissent être prises en charge correctement. On n'est pas... de toute façon, les personnes qui accompagnent, ou c'est pas parce que on dit « Ok, allez-y », jamais on prononce. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des femmes me dire, ou des jeunes femmes me dire qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ah ouais, bien sûr, parce qu'elles se sentent quand même toujours coupables quelque part, et donc elles veulent l'aval un peu de la personne qui est en face. Et jamais, on n'est pas là pour dire si on est pour ou si on est contre. On est là pour permettre justement à la femme de mettre tout sur la table, pour qu'elle puisse se rendre compte que sa décision, c'est la seule pour elle à un moment T. Et qu'elle puisse, après l'intervention, faire le deuil de cette grossesse. Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que si l'IVG était plus banalisé, qu'il n'y avait pas des gens qui culpabilisent, que c'était pas culpabilisant pour les médecins qui se le font reprocher par des collègues ou des choses comme ça, que c'était banalisé, mais vraiment banalisé, que c'était un acte qui était considéré comme anodin, les femmes culpabiliseraient moins, ou voire plus du tout? Parce qu'il y a toujours cette question du deuil de la grossesse a posteriori, mais la culpabilité serait peut-être diminuée. Bien sûr, de toute façon, c'est la société qui fait que la femme se culpabilise. Et puis, de toute façon, en tant que femme, on ne peut pas oublier qu'on est faite, entre guillemets, pour donner la vie. Et là, on l'interrompt. Et de notre propre chef. Parce que c'est bien d'avoir fait la loi qui dit que c'est la femme qui est seule décideuse. Mais du coup... C'est un fardeau. Voilà, c'est à double tranchant, tout ça. Voilà. Donc, c'est elle qui va porter tout ça toute sa vie en disant, de toute façon, s'il n'y a pas eu d'évolution de grossesse, c'est moi qui ai pris la décision, pas le garçon, pas... Voilà. C'est elle qui porte le poids de son choix. Donc, d'un point de vue psychologique, puisqu'on parlait de l'impact après... et c'est vrai le deuil sera toujours à faire, même. Voilà, c'est un deuil, il faut le dire. Mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir le préparer en amont. Alors c'est vrai qu'avant qu'il y ait des amendements, surtout l'amendement du 4 juillet 2001 qui a permis justement aux mineurs de pouvoir avoir ces interventions sans l'avis parental. Il y avait aussi un accompagnement, si vous voulez, il y avait un entretien pré- et post-IVG. Alors souvent c'était très très mal vécu par les femmes parce que il y avait le côté obligatoire, mais il faut savoir que les femmes qui voulaient pas parler, la personne signait le papier, elle partait, mais ça donnait un temps d'échange et malheureusement ça a été supprimé sous prétexte que justement c'était une entrave, c'était une contrainte, une contrainte et une entrave à la demande. Alors il nous reste 1 minute, je vais finir avec une question de Patrick S. Tomlinson, c'est l'auteur de The Ark et qui
qui, lui, a trouvé apparemment la question qui ferait plier les IVG, les anti-IVG. C'est un scénario simple avec 2 issues. Personne ne veut en choisir une parce que la bonne... Ah, pardon, excuse-moi. Chaque fois que j'entends parler de l'avortement, je remets avant, je pose la même question depuis 10 ans à ceux qui font partie du groupe La vie commence dès la conception. Et en 10 ans, personne ne m'a répondu honnêtement. Donc, la question, c'est... vous êtes dans une clinique de fertilité, la raison n'est pas importante, l'alarme incendie se déclenche, vous courez vers la sortie. Tandis que vous courez dans un couloir, vous entendez un enfant crier derrière une porte. Vous ouvrez la porte et vous trouvez un enfant de 5 ans qui crie à l'aide. Il est dans un coin de la pièce, dans l'autre coin vous apercevez un contenant avec l'étiquette 1000 embryons humains viables. La fumée envahit les lieux, vous commencez à étouffer, vous savez que vous pouvez saisir l'un ou l'autre mais pas les deux, avant de succomber en inhalant la fumée, en mourant sans sauver personne. Donc A, vous sauvez l'enfant, ou B, sauvez-vous les 1000 embryons humains. Il n'y a pas de C parce que C signifie que vous mourrez tous, a-t-il poursuivi. Voilà la question qui ferait plier les IVG. Il conclut en disant « Après une décennie de discussions avec des gens contre l'avortement au sujet de la définition de la vie humaine, je n'ai jamais reçu une seule réponse franche A ou B à cette question et je n'en aurai jamais. Ils ne répondront jamais honnêtement parce que nous savons tous instinctivement que la bonne réponse est A. Un seul enfant humain vaut beaucoup plus que 1000 embryons ou 10 000 ou 1 million. » C'est normal. Oui. Voilà, on finit quasi sur cette question. Est-ce qu'il y a un mot de la fin quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de se quitter? J'espère que quand même, l'important c'est quand même l'être humain qui est au centre de cette question. Et c'est aussi la femme. Et que justement, eh bien, ces personnes qui s'arrogent le droit de juger et de mettre au pilotis ces femmes qui sont contraintes quelquefois justement d'aller à l'IVG, eh bien, vont un peu réfléchir et en se disant humain, croyant et tout, eh ben la croyance c'est aussi la tolérance et comprendre la différence et les problèmes des autres. Et pour ceux qui voudraient voir ce que ça donne quand l'IVG est interdit et qu'on est entre guillemets pro-vie, regardez La Servante écarlate, une super série qui recommence la saison 3 le 19 juin. Je fais un petit peu de pub. C'est une très bonne recommandation. Pour vous remonter le moral. On se quitte avec les Pussy Riots, Straight Out of Vagina. À dans 2 semaines.